Retour donc sur le plateau pour sortir rapidement avec cette dernière thématique. Il ne nous reste plus assez de temps. On va vous retrouver tout d'abord Isaac Kofi pour revenir un peu sur cette affaire des 49 mercenaires ivoiriens arrêtés à l'aéroport international Modibo Keïta. Parmi ces 49 mercenaires, 3 femmes ont d'ores et déjà été libérées. Cela est acté. On parle cette fois-ci des 46 autres en évoquant la possibilité d'une médiation burkinabé. De ce côté-là, Paul-Henri Sanda Godamigba peut-il succéder à Faure Essozi Magna Sindé dans le cadre de la négociation de la libération de ces mercenaires-là? Nous en parlons dans cette troisième partie d'émission. Isaac Kofi, pour vous, lors de votre première prise de parole, vous avez dit que les Maliens devraient éviter de tomber dans le piège d'Amiba. Lorsque les militaires ont été arrêtés, à activer tous ces réseaux. Vous pouvez voir la lettre du continent qui est d'habitude très informé dans ce qui se passe dans la France-Afrique, parce qu'en réalité, ils ne font que reproduire ce que les services de renseignement français et transmettent à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Donc ce mensuel dit que la Côte d'Ivoire a contacté même l'Algérie. Le président algérien est intervenu dans les négociations, dans la pression même, on peut dire, sur le gouvernement malien. Il y a aussi le président togolais qui est officiellement le médiateur et qui est représenté par son ministre des Affaires étrangères, de même que des religieux ivoiriens, parce que cet aspect, on n'en a pas assez parlé. Il y a des religieux ivoiriens qui sont partis au Mali pour faire une pression douce sur les religieux maliens. Parmi eux, le chef de la communauté musulmane, un des chefs importants à séjourner pendant longtemps en Côte d'Ivoire. Ce dernier a servi un peu de médiation entre ceux-là, c'est-à-dire les mandatés par M. Alassane Ouattara et le président Assimi Goïta. Donc, tous les voies et moyens étaient activés pour qu'on arrive peut-être à ce dénouement. Il y a 3 qui sont sortis, c'est déjà une petite victoire pour M. Ouattara qui peut présenter à son opinion publique, à ses supporters. Et puis c'est autre aspect aussi qui est important. Il y a le Burkina Faso maintenant qui rentre, donc c'est la partie militaire. On sait que les 2 chefs d'État, le président Goïta et celui du Burkina, se connaissent avant d'être président. Celui aussi de la Guinée, ils le connaissent. M. Ouattara a compris que les menaces et autres ne peuvent pas fonctionner. Il faut essayer de passer par la fibre fraternelle, la fraternité africaine. Donc, on envoie ce militaire. On nous dit qu'il est là-bas pour d'autres choses, le G5 Sahel. Je pense que ça, c'est la narrative officielle. Mais officieusement, les 2 hommes ne peuvent pas se rencontrer sans qu'ils ne parlent de cette affaire des 46 qui restent détenus à Bamako au Mali. Et curieusement aussi, monsieur Damiba sera à Abidjan le lundi. Peut-être que c'est une tournée pour saluer ses voisins immédiats. Mais on sait tous que dans la politique africaine, qui est toujours piloté depuis Paris, il y a des choses en bas. C'est pour ça que nous disons que le Mali doit faire attention à la médiation de M. Damiba qui va, dans les jours à venir, sous prétexte peut-être d'unir les forces pour lutter contre les djihadistes, se rapprocher beaucoup plus du Mali. Parce que pour le moment, rien n'est encore clair. Mais nous, on a des éléments qui portent à croire que M. Damiba n'est pas vraiment dans le combat que vous et moi ou beaucoup d'autres mènent. Il n'est pas panafricain. Il a dit, je suis président du mouvement patriotique pour la restauration, la sécurité, la restauration. Restauration, il va restaurer quoi? Ce n'est pas aller au restaurant pour manger, mais on restaure quelque chose qui était là et qui n'est plus. Il va restaurer la sécurité ou il va restaurer l'ancien régime. C'est un homme du RSP. Et le chef du RSP, c'est M. Compaoré qui est en Côte d'Ivoire, qui a installé en partie M. Ouattara et qui est tranquille là-bas. Donc, lorsque M. Compaoré arrive au Burkina avec un avion présidentiel ivoirien, avec la sécurité présidentielle ivoirienne, et qu'il a un mandat d'arrêt, il est condamné à perpétuité là-bas pour l'assassinat de Thomas Sankara, et il peut venir et partir. Si on est panafricain, qu'on prend Thomas Sankara comme un exemple, on ne peut pas donner dérouler le tapis rouge pour son meurtrier. C'est pas possible. C'est pas moi qui le dis, la justice burkinabé qui dit que c'est Thomas Sankara qui est à l'origine, Blaise Compaoré qui est à l'origine de l'assassinat de Thomas Sankara. Donc, si vous êtes panafricain et vous défendez les panafricains, vous ne déroulez pas le tapis rouge
au meurtrier de votre mentor. C'est pas possible. Donc, il y a des faits et gestes qui ne trompent pas. Monsieur Damiba, on l'observe à la loupe parce qu'il n'a peut-être pas grand-chose à dire pour le moment. Il dit qu'il veut ramener la sécurité. Mais lorsque ce personnage-là, il va en Côte d'Ivoire, où sont du moins ceux qui ont assassiné M. Sankara, M. Blaise Compaoré et d'autres qu'on n'en parle pas. Il y a quand même des officiels du régime de M. Compaoré qui sont en Côte d'Ivoire. Et puis bon, il maintient aussi en prison le capitaine Zougrana qui a été le colonel aussi, Zougrana, qui a tenté le premier coup d'État qui n'a pas marché. Et lui, il a réussi, il devait le faire sortir. Il ne l'a pas fait. On s'est dit, il faut faire attention. Bon, on n'a pas dit pour le moment que M. Damiba va en Côte d'Ivoire. C'est pour peut-être servir de médiation. Nous, on suit ce qu'on nous dit. Mais pour le moment, on lit aussi entre les lignes et on voit des éléments. Si vous permettez, j'aimerais quand même dire quelque chose rapidement concernant l'élément passé, concernant la rhétorique de M. Emmanuel Macron devant ses ambassadeurs. Et ce qu'il a dit, il y a un point très très important. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui, c'est la jeunesse. La France a compris que les Africains, ce ne sont pas les vieilles personnes là, bon, parlant des personnes âgées qu'on peut manipuler facilement, mais il y a une jeunesse qui aujourd'hui est au même niveau que tous les jeunes dans le monde entier. Ils sont sur les réseaux sociaux. Monsieur Macron l'a dit, il faut attaquer sur les réseaux sociaux. Pourquoi sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, aucun Africain ne regarde les télés nationales parce que aujourd'hui, la parole publique des dirigeants africains a perdu sa crédibilité. Ils sont pas crédibles, ils sont des menteurs, ce sont des personnes, on sait tous, excusez-moi, qui sont dans les détournements de deniers publics, on sait tous qui sont pilotés depuis la France. Donc les jeunes Africains, l'espace de liberté qu'ils ont, c'est sur les réseaux sociaux. Alors ils vont pêcher ces jeunes là-bas. Et avant le sommet, par exemple, de Montpellier, on avait des informations. Il y a un groupe de jeunes de la diaspora, des jeunes Africains, qui se réunissaient à l'Élysée autour de M. Sarkozy pour échafauder des plans pour bien sûr garder cette coopération franco-africaine pour des générations en Afrique. On était informés de cela et on s'est dit peut-être que ça va continuer, c'est juste pour la diaspora. Maintenant, on va en Afrique chercher les membres de la société civile. Et quelle société civile? Ceux qui sont pro-français, pas ceux qui sont critiques, pas ceux qui critiquent, parce que lorsqu'on est démocrate, on permet à tout le monde de s'exprimer. Ça n'a pas été le cas. Ils ont envoyé ceux qui soutiennent l'action de la France, qui sont un peu qui craignent, ils disent officiellement, la Russie vient, c'est un autre colonisateur, on doit garder la France qu'on connaît. C'est ceux-là qui étaient à Montpellier qui ont parlé. Donc la France contrôle aujourd'hui les deux leviers de la jeunesse africaine. En tout cas, ceux qui s'expriment. D'une part, la diaspora, ils contrôlent certains, peut-être pas tout, ils contrôlent aussi l'autre levier qui est les sociétés civiles. Ils vont injecter beaucoup d'argent. Donc quand ils parlent d'être agressifs, c'est pas forcément que des Français, des Blancs vont prendre la parole. C'est peut-être aussi financer ces sociétés civiles-là, financer ceux qui peuvent parler en son nom. Parce qu'aujourd'hui, le message, c'est la guerre de la communication. Et ce message-là qu'ils vont adresser pour faire cette guerre, les armes, ce sont des Africains qui vont tenir les armes, comme toujours. Les tirailleurs du nouveau siècle, ça sera des communicants depuis l'Afrique. C'est tout. Tu as bien parlé. Eh bien, on semble avoir perdu la connexion avec Isaac Kofi. On va rapidement revenir avec vous, Maître Janvier Momo, avant de retrouver peut-être Linda Larbaoui. Est-ce que, d'après vous, Paul-Henri Sandaogo Damiba, dans cette médiation-là, peut faire mieux que Faure Isozi Simba? Faut-il faire un remplacement dans la médiation? Moi, j'ai un problème avec la médiation dans cette affaire des 49 mercenaires. Mais la médiation, c'est pour faire quoi? Je ne comprends pas. Est-ce que le Mali et la Côte d'Ivoire sont en guerre? Officiellement, non. Non. Même officieusement, ils ne sont pas en guerre. Officieusement, on ne sait pas. Non. J'ai dit, même officieusement, ils ne sont pas en guerre. Mais il y a un problème, c'est que il y a une guerre par procuration que la France veut mener au Mali. Et la Côte d'Ivoire, elle veut mêler contre le Mali, et la Côte d'Ivoire s'y prête. C'est ça les 49 mercenaires. Pourquoi? La médiation, c'est pour faire quoi? Mais il faut plutôt une médiation entre la France et le Mali, pas avec la Côte d'Ivoire. Et le Mali a déjà demandé à l'ONU de faire la médiation. Oui. Et l'ONU est déjà là pour faire. N'empêchez pas la justice malienne de faire son travail. Mais
Damiba, Fort et Yadema, c'est pour perdre le temps. Quand on est en guerre, quand on est engagé dans cette entreprise, Monsieur Wafo, les soufis, on ne regarde plus derrière. Ça, c'est que les Sandaogo, tout ce qu'ils font, c'est derrière le Mali. Vous avez arrêté 49 mercenaires. Par mansuétude, vous avez laissé 3 dames. Mais les 46 autres, ne perdez pas le temps aux populations. On veut réfléchir. Le Mali n'est pas en guerre contre la Côte d'Ivoire. C'est 2 pays amis. 2 pays frères. 2 pays frères. Il n'y a aucun problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Mais il y a que le président Ouattara veut faire une guerre par procuration. Il veut prêter la Côte d'Ivoire dans une entreprise de guerre par procuration. C'est-à-dire, la France dit au Mali, vous nous avez mis dans une situation très inconfortable. Oui, tant en Afrique que sur l'échiquier mondial. Et donc, nous sommes en guerre. Mais elle ne peut pas ouvrir un front direct avec le Mali, mais elle cherche un intermédiaire, quelqu'un, un mandataire. Le Mali n'a aucun problème avec la Côte d'Ivoire. Et les affaires maliennes ne sont pas alliées aux affaires ivoiriennes. Non, il n'y a pas de parallèle. La justice malienne doit faire son travail. Et en faisant son travail, l'opinion publique africaine, l'opinion publique internationale les 2 opinions publiques sauront que les 49 personnes arrêtées à l'aéroport Modibo Keïta Sénou avec des munitions de guerre et étaient à cet endroit précis dans une entreprise de déstabilisation de la République du Mali. Et par voie de conséquence, ceux qui sont encore aux arrêts sont condamnés, ceux qui avaient été laissés par mansuétude sont condamnés par contumace. C'est tout ce que les Africains ont besoin. Maintenant, si la Côte d'Ivoire veut entrer en négociation avec le Mali, c'est sur la base d'une condamnation. La négociation maintenant, c'est sur la base de quoi? Puisqu'il faut que la Côte d'Ivoire écrive et dise, nous avons tenté de nuire, nous avons tenté de déstabiliser votre pays. Alors là, le problème est véritablement mis sur la table. Les Ivoiriens, le pouvoir ivoirien a dit non. Qui n'ont jamais été mêlés dans une entreprise de déstabilisation du Mali. Pourtant, on a trouvé des militaires avec des armes de guerre. Donc pour nous, il n'y a aucun problème entre la Côte d'Ivoire et le Mali. C'est 2 pays frères, 2 pays amis. Maintenant, si la France veut sortir du maquis, elle sort du maquis et demande au Mali de libérer les mandataires qu'elle a demandé à la Côte d'Ivoire d'envoyer nuire à la déstabilisation du Mali. Vous voulez qu'on se comporte comme Merci à vous, Maître Javier Omo. Eh bien, Docteur Basiliken, on va rapidement aller avec vous également. Êtes-vous êtes-vous pour l'arrêt en tout cas de la médiation, ou bien vous êtes pour un remplacement de la médiation togolaise par la médiation burkinabé? Écoutez, il faudrait que les gens d'Afrique de l'Ouest regardent un peu ce que nous faisons en Afrique centrale. C'est tous les jours que nous recevons l'envoyé spécial du président du Gabon au Cameroun, de Guinée équatoriale, du Tchad et ainsi de suite. Il est normal que 2 pays voisins se fréquentent, se parlent. Mais telle la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui n'est pas une situation normale. La Côte d'Ivoire est le Mali est en danger de mort parce que la France a décidé que quoi qu'il arrive, elle veut rester la maîtresse des destins des pays africains. Les Maliens ont dit non. Et de quoi va-t-on négocier? Il n'y a pas de négociation. Ceci étant, comme le Mali et la Côte d'Ivoire sont 2 pays voisins de par la volonté de Dieu, on ne choisit pas son pays, on ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas toujours ses voisins, eh bien, ils ont intérêt à se parler, à se concerter. Mais je crains que la personnalité de M. Ouattara et des jeunes militaires qui sont à la tête de Côte d'Ivoire, ce ne soient pas 2 groupes qui soient aptes à entreprendre pour parler de paix. Alors, moi ce que je dis, c'est que les Maliens se tiennent sur leur garde parce qu'ils sont en danger de mort. Eh bien, pour aujourd'hui,
la Côte d'Ivoire est pour eux aussi dangereuse que la France. Merci à vous, docteur Bacheliken. On va continuer rapidement avec vous, professeur Jean-Paul Mbelek. La question, elle est la même. Faut-il se passer de ces médiations-là ou bien on peut faire intervenir cette fois-ci Paul-Henri Sandaogo de l'Amiba? D'abord, c'est vrai que tous ces thèmes sont liés, mais première chose, Linda, écoute bien, je vous le dis, l'Afrique, en tout cas, là où moi j'ai les pieds, là, ici à Douala, est en guerre chaude. Qu'elle soit clairement, officieusement annoncée ou pas. Puisque l'indépendance que nous voulons, la souveraineté, nous l'avons pas encore. Alors comment vous voulez dire qu'on n'est pas on est en guerre chaude? Et nous avons nos héros nationaux qu'on a assassinés. On sait qui est le gouvernement français. On n'a pas eu de système Focard. Et Moumier, par exemple, son corps, on ne sait pas où il est. Parce qu'on pensait qu'il était enterré à Conakry, ce n'est pas le cas. Ou Miobé, on nous dit qu'on a coulé le bouton sur lui. Bon, Wandi a été fusillé. C'était à l'époque d'Aïdjo. Aïdjo a été cornaqué par les Français. Et celui qui a interdit l'Union des populations de Cameroun, qui était un parti nationaliste comme le FLN en Algérie, c'est les Français qui étaient là comme des colons. Bon, donc nous on est en guerre chaude. On veut notre monnaie, on veut notre indépendance totale et notre souveraineté. Et nous le voulons pour tous les États africains. Et nous voulons aussi le bien-être de notre diaspora. Et le prix à payer, c'est la guerre. Il n'y a pas autre chose. Donc, moi je croyais que les femmes allaient faire la guerre et que les femmes peuvent être... Bon, ok. Bon, si elles ne peuvent pas, qu'elles se mettent de côté. Mais nous, on veut la guerre. Je dis on veut. Nous souhaitons cette guerre parce que nous sommes décidés à vaincre définitivement cet ennemi-là. Et même, comme on est généreux, quand on l'aura gagné, on ira libérer aussi, par exemple, les Français qui sont sous la dictature de Macron. Ok? Non, on reste à ce point-là, docteur Bacheliken. Donc, revenons sur la Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent le territoire ivoirien pour déstabiliser le Mali, comme ils avaient utilisé déjà le Burkina Faso, qui à son tour maintenant est déstabilisé. Or, même au Burkina, même en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas qu'il y a eu quelques attentats là-bas, dits terroristes. Ok? Même en Côte d'Ivoire. Donc, toute l'Afrique est concernée. Et il y a encore une base militaire française, Issa Diawara l'a rappelé tout à l'heure, en Côte d'Ivoire. Il y en a au Gabon, il y en a au Tchad. Est-ce qu'il y a des bases militaires africaines, même de l'Algérie, en France? Zéro. Bon, donc, on n'est pas aussi libre que l'on veut. Pour sortir rapidement. Voilà. Donc, pour sortir rapidement, moi je dis une chose. C'est que, en fait, Macron, il fait genre, je suis jeune, je n'ai pas connu ce dont vous parlez là, à savoir la France-Afrique, etc. Voilà. Mais en même temps, c'est lui qui parle d'agressivité. C'est lui qui exhorte ses ambassadeurs. C'est lui qui nomme même un ambassadeur militaire. Un peu comme à l'époque, on avait nommé Roland Pré. Un militaire aussi. Ou Mesmer, un militaire aussi. Et notre histoire nous montre que c'est tout pour faire des dégâts. Donc là, dans le cas du Mali, les 46 qui restent là, puisqu'on a libéré 3, il reste 46. Dans le cas du Mali, il ne faut pas que les autorités maliennes perdent de vue que c'est une transition et que la première tâche de la transition, avant même d'aller préparer les élections, c'est d'abord s'assurer que le territoire malien est totalement libéré. Effectivement. Des terroristes. Donc dans cet ordre d'idée, on ne peut pas flancher, on ne peut pas faiblir. Donc il n'y a pas à plaisanter. Ouattara, on connaît. Pour avoir son troisième mandat, il a massacré les gens, dont des Africains, dont des parents de Maliens. Puisque Ivoiriens, Maliens, ça c'est apparenté. Donc il ne faut pas que les autorités maliennes flanchent là-dessus. Les Damiba là, bon, moi, la seule chose que je peux voir au Burkina Faso, peut-être que le système France-africain est en train de se fissurer. Peut-être, parce que Damiba, lui, il est de la France-Afrique, il ne faut pas se tromper. Mais peut-être que là-bas, entre eux, autour de Damiba, certains commencent à se poser des questions et veulent faire tourner les talons. Peut-être, c'est tout ce que je peux voir de mieux. Mais Damiba, même, pour sortir. Non, lui c'est un vendu, il est là, c'est quelqu'un qui a Ouattara qui sont vendus à la France. Donc pour sortir, je dis qu'on n'est pas là pour plaisanter. Et que tout Africain doit... Je vais citer un autre frère, il s'appelle Kalala Omotunde. Vous voyez, aujourd'hui, j'aimerais bien les citer tous là, si possible. Il y a même les Kovi Gomez. Parce qu'on me dit souvent, vous ne citez pas Kovi Gomez. Je connais Kovi Gomez. C'est un frère que j'ai connu en France. Tous ces gens-là. Et Omotunde dit souvent que notre couleur de peau, c'est notre uniforme. Nous sommes au combat. C'est tout. Donc, nous, on s'y attend. Même aux États-Unis, dans les années 20, je crois que c'est 1923, lorsque des Noirs à Tulsa, dans Oklahoma,
arrivent à prospérer. C'est-à-dire que les Blancs sont des pauvres devant eux. Oui. Et ils sortent de l'esclavage, ils n'ont demandé rien à personne. C'est par leurs propres efforts, leur solidarité, leur propre travail, leur compréhension de la situation. Ils ont eu une économie prospère. Qu'est-ce que les Blancs ont fait? C'est les Blancs. Leur uniforme a été la peau blanche. C'est tout à fait. Ils ont bombardé même les Noirs, alors que ce sont leurs concitoyens. Effectivement. Mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Et là, c'est les États-Unis. Hein. Est-ce que ça a changé? Non. Je peux dire la même chose pour Haïti. Ça n'a pas changé. Donc, en ce qui nous concerne, nous ne sommes pas des enfants de cœur. On n'est pas là pour passer un après-midi, histoire de dire qu'on a parlé, ça s'arrête là, on rentre dans nos chaumières et on commence à pleurer. Non. Demain même, l'Afrique doit être libre totalement. Donc, je le redis, par any means necessary, toutes les armes, et on va les mettre jusqu'aux dents. Merci à vous, professeur Jean-Paul Malek. En ce qui concerne de transition malienne. Merci à vous, professeur Jean-Paul Malek. Nous n'avons plus que 5 minutes. On va les repartir entre Linda Labaoui et Issa Diawara. On va commencer avec vous, Linda. Est-ce que Paul-Henri Sandaogo Damiba peut-il assurer cette transition? On l'a dit, cette médiation, autant pour moi, on l'a dit, il sera également en visite du côté de la Côte d'Ivoire dans quelques jours. Peut-il être fiable au jour d'aujourd'hui? La parole est à Linda Labaoui. Eh bien, on va donc définitivement sortir avec vous. Issa Diawara, le général du peuple malien, Paul-Henri Sandaogo Damiba, est attendu du côté d'Abidjan après avoir été reçu par le colonel Assimi Goïta. Est-ce que on peut faire confiance à cette possible médiation de Paul-Henri Sandaogo Damiba dans cette affaire des 49 mercenaires arrêtés? Rapidement, on sort avec vous, Issa Diawara. Oui, ok, merci bien. En fait, il faut faire la part des choses. Damiba est dans son agenda personnel, il est dans un agenda bilatéral avec le Burkina. Damiba n'est pas dans un agenda de médiation dans cette histoire de 49 militaires. Et cette histoire, le Mali l'a totalement confiée au Togo. Le Togo s'est proposé, le Mali fait confiance à Eyadema et Togo et Fort Gnassingbé. Je pense pas que le Mali va court-circuiter et Fort Gnassingbé et Eyadema pour passer la main à Damiba. Jusque-là, je pense que les choses vont bien. Le problème, ce n'est pas qui est le médiateur. Parce que le médiateur ne peut pas tordre la main au Mali. Et le problème, il s'agit de ce que le Mali demande. Que veut le Mali? Est-ce que Ouattara est prêt à satisfaire aux doléances du Mali? C'est là toute la question. Les 3 dames ont été libérées, d'accord. Et il y a eu d'abord ce discours d'apaisement du côté des autorités ivoiriennes. Maintenant, le reste, c'est le gros lot qui est derrière. Il faudrait savoir qu'est-ce que le Mali attend des 46 autres. En tout cas militaires accusés de mercenariat ici au Mali. Donc c'est là toute la problématique. Et en ce qui concerne Paul Damiba et même Doumbouya, je pense beaucoup des panafricains font peut-être une lecture qui est un peu erronée. Il ne s'agit pas de dire que Goïta doit collaborer uniquement avec les panafricains. Mais notre mission, nous panafricains, c'est quoi? C'est avoir une Afrique dirigée totalement par les panafricains. S'il y a des présidents qui veulent tenter le coup, mais essayons de tendre la perche, à nous d'être prudents. Nous savons qui ils sont, nous savons qu'ils sont des marionnettes des Occidentaux, donc à nous d'être prudents. Nous sommes des panafricains, nous devons être intelligents, nous ne devons pas croire que l'autre a toutes les stratégies pour nous tromper. Nous devons nous dire que dorénavant, nous sommes aussi plus matures, nous sommes matures, et que nous aussi nous sommes à mesure de détruire le bloc du camp adverse, nous sommes à mesure, bien sûr, de déséquilibrer la France, nous sommes à mesure en tout cas de casser totalement l'influence de la France ici en Afrique et réduire la France à un impôt je sais pas, à un petit pays. Parce que n'oubliez pas, quand la France parle de force anti-putsch, nous le répétons toujours, ce que la France considère comme putsch, ce n'est pas un putsch pour nous Africains, c'est une révolution. Ce que nous Africains nous considérons comme putsch, ce n'est pas un putsch pour la France, parce que c'est une façon d'asseoir les intérêts de la France. Donc, à nous panafricains de savoir ramener, convaincre d'autres à nous rejoindre, à nous de savoir utiliser des stratégies pour dégager du pouvoir tous les présents qui seront irrécupérables et qui sont déterminés à rester les marionnettes de la France, bien sûr, à faire du mal à l'Afrique. Donc à nous le combat, la guerre est ouverte, comme le dit le professeur Mbelek, la guerre est en cours, comprendra qui pourra. Merci. Merci à vous également,
Issa Diawara. Merci, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition du débat panafricain. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Professeur Jean-Paul Mbelek, docteur Basiliken, maître Janvier Momo, Issa Diawara, Linda Larbaoui et Isaac Kofi. Merci d'avoir participé au débat ce soir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Vous étiez très nombreux à le faire. Nous vous en remercions d'ailleurs. Merci également à toute l'équipe technique qui a travaillé pour la réussite de cette émission, à la réalisation Naveda et Nathan, à la diffusion au télé Ambassa. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Afrique Média, car nos programmes se poursuivent. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir.